BFM Business, un nouveau regard sur l'éco. Le grand journal, David Doba. Le grand journal ce soir qui prend donc un peu de hauteur avec Eric Lopez, le PDG d'Airship Paris. Alors je disais, Airship Paris, eh bien, c'est la société qui exploite donc ce fameux Zeppelin qui tourne autour de Paris en cet été 2013. Retour des Zeppelins en France, retour même dans le berceau, puisque c'est à Paris, dans banlieue parisienne, que sont nés les tout premiers Zeppelins. On va revenir sur cette origine dans quelques minutes. Auparavant, c'est une longue, très très longue histoire. Il vous a fallu 5 ans pour en arriver là, puisque le projet est né en 2008, de la rencontre toute simple entre donc vous d'une part et le patron de Zeppelin. Tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, si on faisait quelque chose avec ça en France et en banlieue parisienne ? Oui, vous savez, c'est un peu comme dans tous les projets. Au départ, c'est une histoire d'abord qui doit commencer par une passion. C'est la passion qui vous attire quand vous êtes petit dans les aéroports pour regarder tous les avions, à Orly par exemple, à travers les vitres. Et puis plus tard, en effet, c'est travailler dans le secteur de l'aviation et être toujours passionné par le ciel et l'espace. Et puis un jour, comme souvent c'est le cas, c'est aussi une rencontre. Et là, en l'occurrence, c'était la rencontre avec, en effet, le président de la société Zeppelin, M. Thomas Brandt. Basé en Allemagne ? Basé en Allemagne, dans le berceau même de Zeppelin, à Friedrichshafen, sur les bords du lac Constance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est la découverte du dirigeable Zeppelin que je ne connaissais qu'à travers des reportages ou sur photo. Et d'abord, dans un premier temps, on est assez surpris par la taille de l'engin, 75 mètres de long. Comme on dit souvent, c'est la taille d'un Airbus A380. Enfin, c'est même un peu plus grand, parce qu'en fait, l'Airbus A380 ne fait que 73 mètres de long. Et puis c'est aussi la découverte de ce qui se passe derrière, c'est-à-dire des mécaniciens, c'est-à-dire des pilotes. Et puis on découvre tout d'un coup un véritable avion avec une technologie très avancée, puisqu'on est sur une nouvelle technologie, avec une avionique exactement comme on la trouve sur les avions classiques, ordinaires d'aujourd'hui. Je parle des avions chez Boeing ou chez Airbus par exemple. Et puis on se demande pourquoi ce type d'appareil ne vole pas en France. Et puis voilà, en fouillant un petit peu, on découvre un véritable avion. On dit que sur un plan purement réglementaire et sur un plan purement certification, il pourrait facilement le faire en France. Et puis ça prend encore 2 années pour comprendre comment ça pourrait s'insérer dans l'espace aérien en France. J'allais vous demander ce qui s'est passé dans ces 5 ans en réalité, entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment du décollage officiel avec les premiers touristes à l'intérieur. En fait, vous avez juste attendu les réglementations ? Alors non, il y a eu la première partie du temps a été en effet consacrée à l'étude de la réglementation actuelle, parce qu'il faut savoir que... Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation. Voilà, en France, il n'y a pas de réglementation concernant les dirigeables, puisqu'il y a uniquement en Allemagne aujourd'hui qu'ils volent. La réglementation, elle est européenne, donc malgré tout, elle existe, puisque si elle n'existe pas directement en France, la France applique la réglementation européenne. Il y a un organisme européen qui chapeaute tout ça, qui s'appelle l'EASA. Donc il a fallu voir comment ça pouvait s'insérer dans le trafic, principalement en Île-de-France. Et puis dans un deuxième temps, donc ça c'est vraiment très 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 long. Et puis parallèlement, il faut continuer à travailler. J'avais d'autres activités, on continue à manger tous les jours. Et puis ensuite, 2 nouvelles années, c'était quand on a validé le point de vue, l'aspect réglementaire, il a fallu travailler sur le financement. Ouais. Et c'est là que ça a été le plus rigolo. Parce que aucune banque ne vous a suivi, on est d'accord ? Non, bien sûr. Toujours pas d'ailleurs, en réalité. Le projet nécessitait quand même une mise de fonds pour le lancer. De combien ? Ça nécessite environ 3 millions d'euros qui sont répartis sur plusieurs années. Donc on a fait bien sûr le tour des banques. Donc voilà, on est allé jusqu'à consulter des poules bancaires qui ont trouvé le projet très intéressant, mais qui sont prêtes en gros à nous financer quand on aura déjà eu à peu près 2 années d'activité, 2 années d'exercice. C'est-à-dire presque quand on n'aura plus besoin d'eux. Et puis, nous avons fait aussi le tour des fonds d'investissement. C'est aujourd'hui assez difficile. On est très peu supporté lorsqu'on lance une entreprise. Et surtout une entreprise comme celle-ci, avec un modèle qui n'existe pas, puisqu'on n'a pas de référence. Et bon, je comprends aussi l'ensemble du monde financier qui voit arriver un engin qu'ils ne connaissent pas forcément, bien qu'on les ait emmenés sur place, etc. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est vrai qu'un banquier peut toujours se dire, ou même un financeur peut toujours se dire, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire d'un engin de 75 mètres dans mon jardin? Ça va faire un peu désordre. Bon, je peux le comprendre. Donc c'est vrai que finalement tout ça nous a permis aussi d'évoluer. Donc il reste qui là? Il reste les business angels? Exactement, il reste aujourd'hui. Alors vu le montant, on est plus que sur des business angels, on est plutôt sur des family office. Donc ce sont des grandes familles qui. Aujourd'hui, qui est derrière vous?
Des grandes familles. Ce sont des grandes familles qui croient au projet, qui sont prêtes à investir, donc à nous aider, qui croient en l'équipe également et qui ont commencé à nous financer. Donc on a eu une première puis une deuxième phase de financement, donc 100% privé. Puis à partir de maintenant, on commence à avoir des rentrées, bien évidemment, puisqu'on va commercialiser à la fois l'espace publicitaire sur l'enveloppe, mais aussi la cabine pour faire du transport de passagers. Alors, évidemment, bon, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Quand on parle de Zeppelin, en France, on imagine l'incendie de Lindenburg, c'était en 1937. Est-ce que ça, mine de rien, ça n'a pas refroidi tous les investisseurs? Même si, soyons très honnêtes, ça n'a plus rien à voir d'un point de vue technologique. Ce sont deux appareils qui sont totalement différents. L'un était à l'hydrogène, l'autre est à l'hélium, ne serait-ce que cela. Ça suffit déjà pour dire que ce n'est pas le même appareil. Mais est-ce que cette image est encore gravée dans les mémoires? Écoutez, je crois que en effet, l'histoire de Lindenburg existe. Aujourd'hui, si vous tapez dirigeable sur Internet, vous tombez immédiatement sur une image de Lindenburg en train de brûler. Vous dire que c'est ce qui peut déclencher tout, je n'en suis pas tout à fait certain parce que d'abord, soit il faut avoir une extraordinaire mémoire, parce que si on n'en parle pas avant, ça ne vient pas spontanément à l'esprit de tout le monde. Ouais, je ne crois pas, mais imaginons. Mais aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. On est sur une technologie, comme vous l'avez dit très justement, qui est complètement différente. À l'époque, vous savez, quand les grands dirigeables faisaient quand même 247 mètres de long, ils avaient déjà traversé plusieurs fois l'Atlantique, fait le tour du monde, à une époque où le monde de l'aviation était juste naissant. Donc c'était déjà une avancée technologique très très forte. Mais à l'époque, comme il y avait très peu d'avions, tout était basé sur une technologie de bateau. Il y avait des grandes roues exactement comme sur un bateau pour le diriger. On parlait de bâbord et de tribord, donc on était vraiment à bord d'un bateau. Aujourd'hui, la technologie, et notamment l'avionique, s'est largement développée. Et d'ailleurs, le dirigeable qui est fabriqué aujourd'hui, donc c'est un dirigeable nouvelle technologie, premièrement est gonflé à l'hélium. Donc le gaz qui est à l'intérieur de l'enveloppe est de l'hélium, non plus de l'hydrogène. Donc l'hélium est strictement ininflammable, c'est un gaz neutre. Mais en plus, il est basé sur il fonctionne sur une technologie d'avion. Donc on a une véritable cabine. Il y a 3 moteurs, hein, je crois. C'est ça, nous avons 3 moteurs de 200 chevaux chacun et qui portent une structure qui fait environ 8 tonnes. Pour votre information, vous allez comprendre tout de suite, en gros, la structure globale pèse 8 tonnes 7. L'hélium à l'intérieur est capable de soulever à peu près 8 tonnes 5. Donc les 3 moteurs de 200 chevaux soulèvent plus ou moins 200 kg. Eric Lopez, vous restez avec nous, on marque une courte pause et puis on va voir donc concrètement cet été 2013 ce qu'il s'est passé, les premiers vols donc et puis le futur de votre business dans un instant. On marque auparavant une très courte pause sur BFM Business.